Salut! Salut tout le monde! Voilà. Merci! Comment ça va? Ça va? Bienvenue dans cette Blue Orange News saison 3, épisode 9. 9! Déjà? Déjà. Incroyable, c'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. On tient sur la longueur, on peut être fiers de nous. Exact. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, on a eu plutôt une bonne nouvelle hier. Ouais, mais qu'est-ce que c'est donc comme bonne nouvelle, Cyrielle? Je sais pas, à tout hasard, une nomination. Une nomination? Eh oui, effectivement, on est super heureux parce qu'on a une super bonne nouvelle hier. Next Station London, dont on vous a déjà parlé en long, en large, en travers, au milieu de la suite d'après, etc., a été nommé au précieux Spiel des Jahres, qui est le prix du jeu de l'année en Allemagne. Ça, c'est le prix qu'on avait gagné avec King Domino en 2017. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le décor. Donc on est super content, super honoré. C'est le prix le plus prestigieux au monde dans le milieu du jeu de société. C'était pas forcément attendu, si jamais vraiment oui, attendu. non, c'est vrai. Voilà, donc notre partenaire en Allemagne, HCM Kinzel, a bien travaillé le jeu en Allemagne et a réussi à mener ce jeu. C'est vrai qu'il faut aussi parler du travail du distributeur dans le pays, parce que du coup, le jeu il pourrait pas exister en Allemagne sans le travail fait par le distributeur. C'est ça, parce que des fois on peut être surpris, dans les autres nommés par exemple, où il y avait La Chasse au Gigamon. En France, on se dit, mais ce jeu est sorti en 2015, qu'est-ce qu'il fait en nommé 2023 ? C'est seulement qu'il vient d'arriver. Parce qu'on prend en compte la date de sortie en Allemagne. Sur le marché allemand, toujours. Ça reste le jeu d'année en Allemagne, c'est un rayonnement international mondial, c'est l'équivalent des Oscars par rapport au cinéma, c'est le comparatif qu'on fait souvent. Donc voilà, c'est vraiment sur le marché allemand. Et donc voilà, Next Station London est en phase de Fun Fact sur Opoprod, à qui on fait coucou et qu'on félicite, parce qu'on les connaît un peu. Et Dorf Romantique de chez Pegasus, à qui on fait coucou aussi, parce qu'on bosse aussi avec Pegasus sur d'autres jeux. Donc voilà, c'est quand même une grande messe avec plein de gens qu'on connaît. On fait coucou aussi aux 3 éditeurs français et francophones qui sont nommés sur les jeux enfants. Oui, Loki. Et on a Loki, c'est Studio H pour Gigamon, et c'est une coédition Space Co et Libellut pour Mysterium Kids. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de French Touch sur ces nominations. C'est ce que j'ai beaucoup vu passer. C'est que tout va bien. Donc, félicitations tout le monde. On croise les doigts. Mi-juillet. Voilà. Le 18 juillet le 16 juillet à 18h. Bon, il est déjà plus calé qu'on sur la date. On va voir qui va. Non, moi, ça m'a fait rigoler parce que. Où est-ce que je serai le 18 juillet? Je ne serai pas à Berlin. Le 16 juillet, pardon. Parce que j'avais prévu d'aller faire coucou au Wittberg pendant mes vacances. Donc en fait, je serai au chalet. Il y aura peut-être un petit live. Aline, je sais que tu me regardes si tu m'entends. On peut envisager ça. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on enverra un petit comité Blue Orange sur place. On ne sait pas encore qui dedans. On a que la nouvelle de Pierre, on n'a pas tout organisé non plus. Mais voilà, on tenait à vous le dire, on est content. Et si vous ne connaissez pas encore ce jeu, allez jouer chez votre ludicaire, dans votre ludothèque, sur BGA, où vous voulez. C'est pas nous qu'on le dit qu'il est bien, même si on le dit aussi. C'est les gens qui l'ont acheté. C'est les gens qui jouent et qui disent qu'il est bien. Tu peux te mais non, Aline, je vais me faire défoncer par le rat si je déplace les vacances. Oh non, ça se refuse pas. Un séjour au chalet, ça se refuse pas. Voilà, c'est mieux le chalet que Berlin. J'ai jamais été à Berlin, je peux pas comparer. Moi j'aime mieux le chalet. Allez, c'était la parenthèse d'intro, mais on se devait de vous en parler. En plus, c'est mon jeu préféré chez Blue Orange, alors il fallait que je le dise. Il va être intarissable sur le sujet. C'est ça. Et du coup... On reprend le programme. Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon. Il n'y aura pas de quiz à la fin de cette Blue News, mais on vous propose un petit concours. Alors ça peut jouer sur la rapidité parce que ça va être la première personne qui va nous dire. Tu veux le faire là maintenant ? Ouais, comme ça c'est réglé. Puis après, on fait la suite du programme et j'arrête de me faire engueuler en régie. Pour remporter un Next Station London et un Next Station Tokyo. En exclu. En exclusivité. Il va falloir être la première personne à nous dire combien il y a de stations sur la carte de Next Station London. Et voilà, j'arrête de monopoliser la parole et je te passe le vrai. Et là maintenant, il va falloir qu'on surveille le chat pour savoir qui va écouter. donner la bonne réponse. Non, 5, ça m'attendrait. Non, c'est Mathilde, elle va gérer. Nous maintenant, on raconte. Bon Mathilde, bon courage dans le chat. Va falloir que tu calcules toi aussi. Que tu prennes une feuille et que tu comptes.
Alors, pendant justement que vous êtes en train d'ouvrir votre boîte de Next Station London. Tout à fait. On vous refait le programme de l'émission du jour. C'est une version un peu plus courte parce qu'on a un débat qui va sûrement prendre beaucoup de temps. Et je pense que c'est surtout pour ça que vous êtes là. On va d'abord commencer par vous parler de Puzzle Legend, qui est la sortie du mois d'avril, qu'on n'avait pas pu encore présenter ici. Donc, on vous fait un petit rappel. On va enchaîner aussi sur notre bulletin météo. Là, c'est vraiment pour vous parler de tous les festivals qui arrivent. Et on fera un petit retour sur celui de Toulouse où on était présent. Et ensuite, on pourra enchaîner donc le grand sujet du jour qui est en fait de comment de faire de votre passion votre métier. Donc, on a 2 invités. On en a un sur place qui, vous le voyez pas, il est déjà là. Et vous avez un autre invité qui sera à distance qui nous rejoindra un peu plus tard. Et Mathieu va faire une double casquette de invité et co-animateur. Donc voilà, préparez vos questions sur le sujet parce que du coup, il va y avoir sûrement plein d'informations hyper intéressantes. Et ça va être très chouette d'échanger avec vous sur ce sujet. Est-ce qu'on dit explique-moi ça de pas conduire et répondre aux questions en même temps sur le chat? C'est vraiment pas bien. Déjà de conduire et d'avoir un live en fond. J'espère que c'est pas lui qui conduit, ou elle. Bah non, j'espère pas non plus. Bon, on a déjà plein de réponses qui sont en train d'arriver. Est-ce que Mathilde, tu as pu compter ou pas? Elle est en train de compter. Elle est en train de compter. Elle est comme vous, attention. Moins rapide, du coup. Et bah sinon, on fait la chronique Puzzle Legend. On annoncera le vainqueur en temps... Et on annoncera par la suite. On y va. Générique. J'ai la sortie du mois. Puzzle Legend. Oui. Alors, il nous faut les boîtes. Parce qu'on a la caméra qui est juste ici. Alors... J'ai encore bougé de l'écorce, ça va énerver Ségolène. Hop là. Nous avons sorti le mois dernier, à avril, un nouveau format de jeu qui s'appelle Puzzle Legend et qui est sorti directement avec 3 exemplaires. Ça se présente sous forme de ces petites boîtes comme ceci, où on a 3 scénarios qui sont sortis d'office. Donc chaque scénario est vendu séparément. Puzzle Legend, c'est un jeu de logique qui peut se jouer à 1 ou à 2. Vous pouvez techniquement jouer à plus, mais l'expérience de jeu va pas être sensationnelle si vous êtes à 15 à réfléchir sur 2 cartes. Non, ça sera pas intéressant. 1, vous réfléchissez à votre tête. 2, vous réfléchissez à voix haute. C'est assez intéressant. Au-delà, c'est un peu moins bien d'après nous. C'est pour ça qu'on a mis 1 à 2 joueurs. Dans Puzzle Legend, vous allez essayer de revivre les aventures d'un personnage légendaire à travers une série de puzzles, de casse-tête, de jeux de logique. Chaque boîte se présente de la même façon. Vous avez dans la boîte un petit paquet de 22 cartes et les règles du jeu et une aide de jeu. Fermez les yeux si vous voulez pas être spoilé. Je vais pas aller trop loin dans l'aventure, comme ça vous serez pas effectivement pas spoilé. Donc 2 cartes recto verso pour les règles, mais je vais vous l'expliquer, donc vous n'avez pas besoin de les lire, parce que c'est chiant de lire des luxe sur Twitch. On a une gagnante. Ah! C'était 53. Bravo, Ludinat 26. Et pas bravo Thibaut, t'avais dit 45 dans l'oreillette, t'étais nul. Ah, il ne ronchonne pas. Ok, très bien. Alors, du coup, revenons à Puzzle Legend. Donc l'idée, c'est que vous allez prendre le deck de cartes au fur et à mesure, lire l'histoire, et vous allez voir ce qui se passe. Donc j'ai pris le scénario Sherlock Holmes, par exemple. Nous sommes le lundi 8 février 1886 à 8h15. Vous incarnez Sherlock Holmes, donc première personne. On m'a rapporté le meurtre d'Emma Bluestone, 36 ans. Je me rends au manoir des Bluestone pour élucider l'affaire. Avant d'entrer, je découvre un couteau grossièrement dissimulé dans les buissons. Je retourne la carte. Boum! Un couteau grossièrement dissimulé dans le buisson. On va donc récupérer des objets qui vont nous servir pour résoudre la suite des aventures. 8h21, on a mis 6 minutes. C'est moi qui ai timé à chaque fois. Je rentre dans le manoir. Les principaux suspects ont été regroupés dans le salon. Il est temps pour moi d'examiner la scène du crime dans les moindres recoins avec ma loupe. Boum! Une loupe. Voilà, c'est l'introduction pour rentrer dans l'histoire de Puzzle Legend. Et ensuite, on va accéder aux différentes cartes d'énigmes. Chaque carte est construite de la même façon. Vous avez en haut à gauche, ce qu'on appelle l'établi dans les règles du jeu, c'est la forme que va prendre votre casse-tête. On commence tout doucement, c'est niveau de difficulté progressif. Donc on commence par un casse-tête qui va se résoudre en 2 cases par une. La colonne à gauche vous indique les objets que vous allez utiliser. J'ai récupéré le couteau, j'ai récupéré la loupe. Donc je vais devoir les utiliser. En haut à droite, on a la suite de l'histoire.
8h27, je rentre dans la pièce où Mrs. Bluestone a été trouvée pour analyser en détail la scène de crime. Et ici, on a la zone des contraintes de placement, les lois, comme on les appelle, qui vont nous indiquer comment on va devoir placer les objets les uns par rapport aux autres. On commence facilement, on nous dit que c'est un 2 par 1 et que la loupe doit être à droite. Bien joué, Cyrielle. Quel suspense. On vérifie quand on pense qu'on a réalisé le casse-tête. La solution est au dos en bas à gauche. C'est juste. Et on gagne un nouvel objet. On peut désormais passer à l'enquête suivante. 8h29, la victime est tombée près d'une table basse sur laquelle un verre semble avoir été reposé précipitamment. La forme du puzzle augmente, le nombre de cartes augmente, le nombre de lois à respecter augmente. Donc la difficulté va être de plus en plus importante pour progresser dans l'histoire et arriver jusqu'au bout. On est sur un scénario Sherlock Holmes, donc le but va être de retrouver le ou la coupable. Les autres scénarios qu'on a dans la gamme donc, se présentent de la même façon avec un petit paquet de 22 cartes. On a le scénario Robinson et on a le scénario Merlin. Robinson, vous connaissez à peu près l'histoire, il se retrouve tout seul sur une île déserte, il va essayer de s'en échapper. Et Merlin, il va aller combattre des monstres dans la forêt en préparant des potions. Efficace. Voilà. Tout ceci est disponible en magasin. C'est un jeu de Johan Levet, bon, au niveau de la mécanique. Chacun a été illustré par un illustrateur et une illustratrice différente. Donc on a Jonathan Auconte sur le scénario Sherlock Holmes, Jérémy Cansado sur le scénario Merlin, et Élise Catros, ou Catro, je ne sais toujours pas, pour Robinson. Et c'est un jeu qui est disponible à peu près autour de 7 € en boutique. C'est bien, tu as donné toutes les infos. Je crois que j'ai donné toutes les infos. Le code barre est... Non, je peux... Donc voilà, c'est une petite gamme qui a un bon démarrage en France, accessoirement. Ça plaît plutôt bien. Johan Levet, c'est le grand spécialiste des jeux de déduction. Il a sorti Turing Machine et d'autres gammes de jeux logiques, je pense notamment chez Banquise. Donc le jeu de déduction et de logique a une petite hype en ce moment. C'est une gamme qui fonctionne bien dans le sens où c'est pas si compliqué que ça non plus. Donc je trouve que ça correspond bien à l'ADN Blue Orange aussi, déjà. On est sur des petits formats, ça en général vous aimez bien les petits formats. On est sur un petit prix, ce qui peut être bien justement pour commencer à rentrer dans le monde du jeu, ce qui est un peu notre mission, nous, avec les jeux qu'on édite. Donc voilà, c'est des petits cadeaux que vous pouvez offrir pour initier vos proches aux jeux de société. Ça peut être pour vous faire plaisir. On a beaucoup de mes partenaires à moi qui ont joué dans le train ou dans l'avion en rentrant de Cannes, donc c'est un petit format que vous pouvez aussi emmener quand vous voulez vous occuper dans les transports. Bon, à la fin, peut-être que vous aurez besoin d'un peu de place. Les 3 par 3, les 4 par 4, ça rentre à peu près. Ça fonctionne bien, ouais. Vous changez de place avec ceux qui ont un carré si vous êtes en duo. C'est ça, ou alors vous jouez avec votre voisin que vous ne connaissez pas, et peut-être que vous allez initier votre voisin inconnu de train. L'amour de votre vie. T'es plus romantique que moi, du coup. Et voilà, enfin vraiment notre intention derrière ce jeu-là, c'était, c'est bien vu dans le monde du jeu, c'était une initiation aussi aux jeux de déduction et aux jeux de logique, mais en racontant une histoire avec une DA, travailler des chouettes illustrations, casser le côté qui peut être un peu abstrait et rébarbatif on mélange des formes et voilà, on doit mettre un carré jaune à côté d'un triangle vert. Au final, c'est ça, mais mieux habillé, du coup, qui donne envie et qui se prête mieux à découvrir tout ça. Donc c'est Puzzle Legend. On va pouvoir passer du coup. Oui, j'ai fait mieux comme fin de rubrique que c'était Puzzle Legend. Générique. Le bulletin météo. Avec sa détail. Ah non, si. Alors attention. Alors, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pas toutes les infos. À Pont-à-Mousson, aujourd'hui, il fait... Non, alors attendez, parce que du coup, je voulais pas dire de bêtises sur l'alchimie du jeu. On parle déjà en premier de celui qui est passé, où on était présent, c'était donc au mois de mai. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui y étaient, parce qu'il y avait 20 000 visiteurs. Pas mal. Ouais, c'est un des plus gros événements, quand on compte pas le Fige, bien sûr, mais c'est un des plus gros salons. Et apparemment, ça avait l'air d'être vraiment très très cool. Déjà, ce que nos collègues nous ont dit, mais de ce qu'on a pu en voir sur les réseaux sociaux. Nous, on a eu déjà beaucoup de jeux qui étaient présentés, mais surtout les tables étaient occupées très longtemps. On nous a même précisé que jusqu'à minuit lors de la nocturne du vendredi. Mais moi, j'ai pas l'énergie de rester jusqu'à la chimie du jeu, mais je crois qu'en niveau
Niveau ambiance et public, c'est un peu Épinal en plus grand, et c'est vrai que les gens, ils restent, quoi. Ils restent pour jouer, Il découvrir y a plein tout de choses. type de public, on avait des voilà. gens qui n'étaient pas forcément joueurs, comme d'autres très joueurs, donc voilà, ça offre un panel de joueurs qui est plutôt intéressant. On a pu y présenter justement Next Station Tokyo en exclusivité, et Ouais. c'est un des jeux qui a extrêmement bien marché. On s'en doute que vous l'attendez depuis quelques temps, donc promis, il arrive mi-juin. Donc vous avez Oui. encore 3 semaines à peu près à attendre. Arrivé à l'entrepôt. Oui, effectivement, il est déjà... Nous, on en a plein. On a eu aussi un très bon accueil pour Maurice le Dodo, qui est notre jeu enfant qui est sorti en début d'année. Oui. Donc on est très contents parce qu'en plus les auteurs étaient là, Oui. donc ils ont pu dédicacer. Johan était là pour dédicacer et même jouer Tout à fait. des exemplaires de Puzzle Legends, donc ça c'était Et plutôt on m'a chouette. dit du bien de la façon dont c'était organisé je crois que c'était organisé avec le passe-temps. C'est le passe-temps qui organisait les séances de dédicaces. Alors peut-être les autres boutiques, je suis pas sur une autre boutique sur le festival. Si, il y en avait 2 ou 3. Mais du coup, il y avait, je crois qu'il y avait clairement une zone genre, ça c'est les jeux que vous pouvez acheter, les auteurs sont là et la communication était... Enfin, j'ai vu des auteurs ce week-end qui étaient très contents de la façon dont c'était géré au niveau C'est des toujours caisses. sympa d'y aller. L'usinette nous le confirme justement qu'il y avait beaucoup de monde, mais qu'il y a quand même toujours des tables. Il y a quand même de la disponibilité pour jouer et pas tant de bruit que ça. Effectivement, on pourrait se demander si c'est bruyant vu que c'est un énorme parc des Ouais, ça peut expositions. dépendre des salles, je connais pas la config. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt un bon festival. Ouais. Donc on a Maurice Dodo qui a été beaucoup apprécié. Takocha, forcément, nous, notre gamme, elle marche partout où on va dans les festivals. Donc c'est toujours chouette de la remettre en avant. Takocha, c'est notre best-seller. C'est vrai que les gens s'en doutent pas forcément toujours. Voilà, Takocha, Bookshis Pizza, on en vend à peu près 1 million par an dans le monde, pas juste en France. C'est qu'on connaît facilement King Domino, etc. Mais voilà, Takocha, c'est un de nos fers de lance. Voilà, donc vous le trouverez forcément sur tous les salons où on va. Et le détail qu'on nous a rapporté et qui est vraiment très chouette qu'on voulait mettre en avant, c'est le côté inclusivité du festival. C'est c'est une équipe de bénévoles déjà, beaucoup de bénévoles qui gèrent votre accueil, l'explication de jeu, tout ça. Et en fait, il y en a certains qui peuvent en fait expliquer les jeux en langue des signes. Et je trouve ça personnellement très chouette de se dire qu'on peut inclure tout type de joueurs et même les personnes qui sont peut-être malentendantes. Donc c'était vraiment un point à mettre en avant. C'est très chouette d'y avoir pensé, d'avoir pensé à ces joueurs-là. Donc voilà, c'était un petit débrief de l'alchimie du jeu qui avait lieu donc début mai. Nous, on va bien sûr repartir en salon puisque vu que l'été arrive, la saison des festivals reprend. Déjà ce week-end, il y en a 2 ce week-end où on sera présent. Donc si vous êtes de Nancy ou de l'agglomération nancéenne, il y a la Foire Expo de Nancy qui se fait chaque année où vous pouvez voir énormément de choses. Le thème cette année c'est Venise d'ailleurs. Petite info. Du coup, on fait jouer Volto. C'est possible, je ne sais plus quel jeu exactement. Ce serait pertinent. Mais vous avez un stand où vous pouvez aller jouer. Alors il n'y a pas que nous, il y a d'autres éditeurs qui seront présents. Il y a la Caverne du Gobelin qui est présent. Okay. C'est surtout grâce à eux qu'on peut avoir un petit espace jeu de société. Et c'est très cool de se dire que le jeu de société est présent dans des foires, salons qui ne sont pas forcément autour de ce secteur-là, mais qui présentent vraiment pas mal de choses. C'est bien la Caverne du Gobelin, hein, Alexandre? Oui, j'ai pas le choix de dire oui de toute façon. Donc voilà, donc si vous êtes dans l'agglomération d'ancienne, n'hésitez pas à y aller. Donc c'est toute la semaine prochaine. Et nous, il y aura nos jeux surtout ce week-end. Et en même temps, on est dans un autre festival du jeu à Porcheville. J'avoue que je ne saurais pas exactement où le placer, mais nos jeux seront présents. On sait un peu maintenant. Ah, bon. C'est en région parisienne, je crois, Porcheville. Écoutez, si vous êtes de ce côté-là. Et les autres festivals qui vous intéressent, on sera... il y en a un 3e que je viens de voir. Le festival Plaine d'Argenson ludique, donc à Argenson, qui est donc du 2 au 4 juin. Donc c'est vrai que là, les week-ends vont s'enchaîner, on va être présents un peu partout. Ce que j'ai vu, c'est entre La Rochelle et Partenay. Ok, et du coup, vous aurez l'occasion de pouvoir jouer à nos jeux. Et donc, ces fameux festivals dont je vous parlais, les plus gros, là, que vous avez sûrement entendu parler et que vous allez sûrement venir, on sera à PEL cette année. Donc, c'est le 1 et 2 juillet, et il y a pour la première fois, une après-midi pour les professionnels le vendredi. C'est ça. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, mais en tout cas nous on va arriver le vendredi pour s'installer, pour pouvoir faire jouer donc au Next Station forcément les deux. Vous retrouverez Snack Match qui est une de nos sorties du mois de juin. Vous aurez Puzzle Legends qu'on vient de vous présenter. Vous allez avoir des jeux enfants, Cabane à Potions, Maurice le Dodo. Les tacos seront là. Et normalement, on peut aussi vous faire jouer à une autre sortie du mois de juin dont on n'a pas encore parlé, c'est Taco Chaton Pizza, qui est la version enfant de Taco Chat. Donc voilà, vous pouvez venir en famille, c'est vraiment le festival idéal pour les familles, donc n'hésitez pas à venir à Paris et Ludique début juin. Et puis après on va enchaîner avec le plus gros festival d'été qui est le Flip.
Donc on aura sensiblement les mêmes jeux Oui. qui vont être joués. Et on a aussi 2 jeux qui sont nommés à des trophées. Si je dis pas de bêtises, on a... Maurice, Oui, Maurice le dodo qui est... à l'Educaflip. Eh ben, j'ai un doute si c'est l'Educaflip ou si c'est le trophée éditeur. C'est l'un ou l'autre. Parce que c'est Volto le deuxième jeu. Je pense que c'est Maurice à l'Educaflip et Volto en trophée éditeur. C'est l'inverse. Maurice Je au trophée crois que flip c'est et Maurice Volto à le dodo l'Educaflip. en trophée flip et Volto en Educaflip. C'est ce que je disais, Thibaut. Tu pourrais faire attention un peu. Donc voilà, donc on a une bonne actualité cet été autour des festivals, donc n'hésitez pas à venir jouer et à venir rencontrer nos équipes d'animation. Et puis, petite parenthèse, comme l'a signalé Mathilde dans le chat, et on fait coucou à ceux qui sont arrivés, notamment Antares qui fait des super blagues, j'aime beaucoup. Il a dit beau jour, bonjour, ça me va très bien. Celles et ceux qui voudraient déjà jouer à Next Station Tokyo, c'est passer en bêta Tout à fait. sur Board Game Arena. Donc bêta, je crois que ça implique juste d'avoir un compte premium de mémoire. Ça vous permet Voilà. de le tester maintenant et Ou de connaître patienter. quelqu'un qui a un compte premium et qui peut lancer une partie et vous inviter dessus. Tout à fait. Et là, on a une carte où ça situe les villes que je cherchais tout à l'heure. À peu près. Voilà, mais bon, si vous n'êtes pas loin, vous savez forcément ce qu'il y a autour de chez vous, donc n'hésitez pas à venir jouer avec nous sur ces différents festivals. On les annoncera de toute façon sur nos réseaux sociaux, donc venez nous suivre aussi, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et du coup... Alors, est-ce qu'on doit encore temporiser un peu parce qu'on est peu près? Non, c'est bon. Et on passe au générique pour la rubrique suivante. Les invités du mois. Alexandre, Thibault et Mathieu. 3 invités, c'est fou. J'ai un harem de garçons pour moi tout seul, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que c'est le même mot pour un harem de garçons? Je Est-ce sais qu'il y a pas. un mot pour un harem de garçons? Je sais pas. Attention, la Qui BNE saura nous peut répondre? changer de cible public. On pas prévenu, hein, mais Alors, comme on vous l'a dit dans l'introduction, on avait envie de vous parler, et c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué quand on se rencontre en festival, c'est un peu comment on fait pour travailler dans le monde du jeu, quels sont un peu les métiers qu'on peut voir. Alors, bien sûr, il y a le côté éditeur, mais il y a plein d'autres métiers en fait, auxquels on ne pense pas forcément. Et on s'est dit qu'autour de nous, on avait plein de gens qui pouvaient venir nous parler de leur métier, que ce soit dans l'édition pour Mathieu, Alexandre, que vous voyez enfin et que vous avez sûrement dû voir sur nos salons, puisque Alexandre a une double casquette, il est animateur pour nous. En particulier, c'est notre DJ Discover. Donc vous l'avez forcément vu à Cannes et à Essen. j'ai pas pris mes lunettes aujourd'hui. Il a aussi une double casquette, je disais, de vente, donc tu pourras nous en reparler juste après. Et puis, à distance, vous avez Thibaut, qui est chez notre distributeur Tribio, qui lui aussi a cette casquette de distribution, mais qui a un passé où il a fait plein de choses dans le monde du jeu. Donc ça va être un sujet hyper intéressant aujourd'hui. Alors, on me dit de moins parler avec mes mains. Ok, désolée. Je vais mettre mes mains sur la table, je ne vais plus bouger les mains. Donc voilà aujourd'hui le sujet qu'on va aborder. Donc c'était bien d'avoir plein de personnes différentes avec des parcours totalement différents, puisque vous allez voir qu'on peut arriver dans le monde du jeu avec les bonnes rencontres, avec aussi des formations, parce que ça vient de plus en plus. Voilà, c'est des petites infos que j'ai commencé à préparer. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais un peu, moi, mener l'interview, parce que moi, on s'en fout. Toi aussi, tu avais un autre parcours avant d'arriver. Oui, mais c'est pas exactement comme vous. Je vous ferai une petite interview à la fin. Mais voilà, je vais un peu m'intéresser de façon personnelle à chacun de vous. Et après, vous allez voir avec les réponses et les questions, il y a forcément des liens qui vont se faire entre vous, parce que vous avez des parcours différents, mais en même temps qui se rejoignent sur certains Donc points. quand tu nous fixes et que tu nous fais des clins d'œil, c'est que ça nous enchaîne. Non, mais au pire, je fais toi. Toi, parle. Toi, je sais des choses. Je vais commencer par Thibaut, parce que du coup, il est à distance. Donc comme ça, je vais le sortir de sa sieste. Non, ça va pas, j'ai pas encore mangé, donc je dors pas encore. Et si on pouvait faire vite. Hein. On a toujours les crocs quand on fait la BE. Du coup, donc on va commencer par Thibaut, qui est donc chez notre distributeur Tribio. Je vais te laisser déjà un peu te présenter, pas trop dans les détails parce que j'ai des questions pour toi après, mais un peu, voilà, surtout ton rôle chez Tribio actuellement, ce que tu fais. Ok. Ben, chez Tribio, je suis, le terme officiel, c'est conseiller boutique. Donc, c'est conseiller dans le sens où on va les aider les boutiques à choisir les jeux et à leur expliquer pourquoi nos jeux sont bien, parce qu'ils sont bien.
C'est commercial, enfin, plus généralement on peut appeler ça commercial, mais le but c'est d'accompagner les boutiques, de leur présenter les jeux, que ce soit en direct dans les boutiques, en allant les voir régulièrement, ou sur les festivals, donc notamment le FIGE à Cannes et puis Vichy. Vichy, tout à Et fait. donc on essaie de les voir 2 fois dans l'année en général pour essayer de leur montrer les nouveautés en 2 salles et c'est de les accompagner sur l'implantation des jeux, sur l'explication de pourquoi c'est bien, comment ça marche, etc. Et du coup, donc il y a les jeux Blue Orange, mais il y a aussi des jeux localisés Tribio. Ouais, Donc, t'as un sacré catalogue. tout Blue Orange, la localisation et la distribution Tribio, et puis Macaca, tout ce qui est BD dont vous êtes C'est vrai le que j'avais oublié, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a les BD Macaca. Bon, t'as plein de choses du coup à expliquer aux boutiques à chaque fois que tu y vas. Beaucoup, et c'est cool. Et toi, du coup, t'es sur quel secteur? Parce que vous êtes 4 chez Tribio. Oui, c'est vrai. On est 4. Moi, j'ai un tout petit secteur qui va de Saint-Malo à Biarritz en passant par la Tout Dordogne, petit. Vraiment petit. tout ce qui est à l'ouest, C'est tout ce qui est pourquoi joli, c'est chez moi. Quoi, est-ce que t'as mis un t-shirt West Coast? Pas du tout. Enfin, non, non. Alors du coup, moi j'ai pu un peu avoir ton parcours avant pour préparer l'interview, parce que du coup, il y a plein de choses dont j'étais pas au courant. Et tu m'as demandé, tout simplement. Bah Donc, oui. Non mais du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai vu plein d'expériences. Alors il y a eu un peu déjà dans la branche commerciale, donc avec Tribio, il y a eu dans la rédaction, il y a eu dans la vente, il y a eu, alors pas du tout dans le monde du jeu, mais un peu quand même dans l'éducation. Donc tu vas pouvoir nous reparler un peu de ce profil-là. T'as toujours eu le goût du jeu. C'est une passion que t'as depuis longtemps. Mais genre de longtemps, est-ce que déjà plus jeune, ado, tout ça, c'est un truc que tu kiffais, ou c'est quand t'as grandi que ça c'est venu dans ta Alors, vie? quand j'étais gamin, je jouais forcément, mais comme plein de gamins, avec ce qu'on avait à la maison, et puis des frères et sœurs un peu plus grands, donc je jouais pas trop aux jeux de société, même si j'aimais ça, tu vois. Ouais. Mais ça m'est venu vraiment, on va dire, le jeu moderne. Alors, pour pas que je dise de bêtises, ça doit être 2005. Ouais. Ça doit être quelque chose comme ça. 2005, je pense que la première fois que je suis rentré dans une boutique de jeux, parce qu'il y a une boutique de jeux qui est ouverte chez moi, donc c'est là que j'ai commencé à jouer. Et puis, c'était l'époque où Trick Track était très fort. Il y avait, enfin, passé des journées entières sur les forums, sur tout ça, à regarder les vidéos. Donc, ouais, ça fait 17 ans. Comme ça, vous savez mon âge à peu près. 17-18 ans. Et donc, ouais, c'est vraiment venu là. Et c'est là que notamment grâce à Trick Track, tu vas te renseigner sur un jeu que tu viens d'acheter ou que tu veux acheter. Puis, il y a ça aussi qui a l'air cool. Il y a ça aussi qui a l'air cool. Donc, t'en Et achètes là, c'est bon, plein. t'as mis le doigt dans l'engrenage et c'est foutu. Exactement. Donc, c'est venu tard dans mon âge, mais ça fait longtemps maintenant, quoi. Et du coup, alors, par rapport à toutes tes expériences, donc la liste que j'ai eue, donc, tu as travaillé chez Atalia avant. Ouais. Tu étais plus dans la communication chez Atalia. J'étais chargé, officiellement, c'était chargé de communication. Je m'occupais de tout du contenu vidéo, en fait, créer le contenu vidéo. Donc, que ce soit des pubs, des annonces de jeux ou des explications de jeux, des parties, des interviews de temps en temps, des choses comme ça. Ouais. Tu as eu aussi une expérience chez Plateau. Ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris parce que je ne le savais pas du tout. Mais dans la rédaction, création de contenu. Oui, parce que je sais écrire, à ta grande surprise. Ouais, chez Plateau, pendant 2 ans, c'était très très chouette comme expérience. Parce que parler du jeu, alors pas avec un retour direct, comme ça pouvait être le cas en boutique quand tu viendras après, mais c'est parler autour du jeu, prendre le temps de développer des choses autour du jeu, d'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi on l'aime, même des fois des dossiers stratégiques ou comment aborder des jeux. C'était hyper chouette avec une rédac chef qui était trop trop cool. C'était Hélène Gravelot, donc je lui fais coucou parce qu'elle était très très chouette. C'était super comme expérience parce que on échangeait pas mal avec les autres rédacteurs et la rédaction en général. Et c'était des gens qui venaient d'horizons différents, qui avaient des goûts en jeu très différents. Donc c'était super chouette de partager avec eux, d'échanger avec eux. Et puis aussi le fait de pouvoir avoir accès en fait aux éditeurs, aux auteurs, aux distributeurs, aux illustrateurs pour faire des interviews aussi. Parce que c'est un magazine qui est assez complet dans l'ensemble, qui traite le monde du jeu vraiment sur sa globalité. Et ça, c'était une super expérience. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je rebondis effectivement, il y a de super sujets. On a eu là sur Discover un article dans le dernier plateau où c'était vraiment très chouette d'échanger avec eux puisqu'ils ont contacté à la fois l'éditeur et ils ont parlé avec l'auteur, ils ont demandé à notre chef de projet de répondre à des questions. Donc vraiment c'est très très cool. Donc on vous encourage à aller lire Plateau justement si ça... Moi j'étais présent. Voilà, effectivement, Alexandre est dans Plateau. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, tu vois, par rapport à ces missions de création de contenu dont tu nous parles. Est-ce que toi, tu n'as jamais eu envie de justement, faire du contenu? Tu vois, on voit beaucoup de comptes Instagram, des chaînes YouTube, sur deux choses. Est-ce que ça, c'est un truc que tu aimerais faire, que tu aurais voulu faire à un moment donné?
Alors, de la vidéo, j'en ai fait. C'est comme ça que j'étais rentré chez Atalia, parce que j'avais lancé une chaîne que j'ai eue pendant 3 mois avant que Césarée chez Atalia me prenne pour faire la même chose en fait à titre pro pour Atalia. C'était venu d'une envie parce que je n'étais plus chez Plateau et ça me manquait de partager autour du jeu, de discuter, de parler de mes envies, de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je dirais non parce que c'est quand même assez médiocre, donc on va garder ça secret. Mais ouais, c'est un truc qui était cool. Après, tu parles d'Instagram, etc., des posts Facebook. C'est très. Je me sens pas capable de le faire parce que j'arrive pas à synthétiser. Donc, sachant que c'est des médias où il faut synthétiser, C'est pas faux. c'est pour ça que Plateau c'était un super outil parce que on avait des fois 1, 2, 4 pages pour développer. La vidéo aussi, tu prends ton temps. Donc ouais, ça m'a plu. Ça me manque un peu, hein, mais concilier le boulot et continuer à faire des vidéos, c'est compliqué. Mais peut-être que j'y reviendrai un jour parce que c'est un truc qui est chouette vidéo ou écrit, hein, parce que c'est cool de parler de jeu et de partager en fait ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, quoi. Enfin, surtout ce que t'aimes. Bientôt la chaîne YouTube, le blog de Thibaut, avec les recommandations sur les jeux. Là, Ouais, je pense que tu en aurais des choses avec la culture ludique que tu as. Puis maintenant, ton côté, tout simplement commercial, en fait, je trouve que c'est une autre facette qui est hyper intéressante, parce que c'est pas la même façon de communiquer sur un jeu, c'est pas le même public, donc tout combiné, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Après, tu as toujours la dimension de, à partir du moment où tu es chez un éditeur ou chez un distributeur, communiquer un avis sur un jeu, à quel point il y a un parti prenant ou pas, c'est... Tout à fait, je peux comprendre. Justement, c'était un des sujets qu'on peut-être on allait... c'était une des idées de sujets qu'on voulait avoir. En fait, le fait pour une BNeuse, le fait de travailler chez un éditeur, distributeur, au moins un professionnel du monde du jeu, et d'avoir à côté ses propres réseaux, ses propres contenus. L'exemple qu'on avait en tête, on pensait à Marion, qui est la et les Meeples, qui est chez Yellow. On a aussi Morgane, Carnet des Geekeries, qui est chez Super Meeple maintenant. Comme quoi, c'est pas incompatible non plus. C'est même, je pense, un plus, parce que du coup, tu as une certaine vision, une certaine culture du monde du jeu. Après, c'est sûr, on n'a pas les détails de comment ça fonctionne chez chaque éditeur, mais je trouve un point de vue intéressant quand vraiment... T'as cette ouverture sur tout ce qu'il fait et cette veille, en fait. Ouais. Et après, ça dépend aussi de ta ligne éditoriale que tu veux donner à ton média, quoi. Enfin, ou chez Blue Orange, on a quand même un catalogue qui est très axé enfant-famille. C'est pas forcément le contenu que je ferais. Par exemple, Lisa qui est chez Blue Orange, qui bosse, qui fait les chaînes ludiques, les recettes ludiques avec Ben à côté, c'est clairement pas le même public parce qu'en général, donc là, il risque pas d'avoir un conflit d'intérêt puisque ce n'est absolument pas le même type de jeu ni la même cible. Donc, après, c'est des interrogations qu'ils ont aussi. C'est jusqu'où tu peux aller. Même moi, ça remonte à plus longtemps, mais je commençais à être auteur de jeu. J'étais dans la sélection du dimanche. C'était avant qu'il y ait un monde de jeu, etc. Et c'était un petit pool de quelques passionnés de jeu. J'avais rencontré Martin une fois, il me dit donc j'ai dû faire peut-être 7 ou 8 fois des critiques de jeu, entre guillemets. Mais j'étais en train de devenir jeune auteur de jeu. Donc moi, jeune auteur de jeu, moi, ça faire des critiques de jeu d'autres auteurs de jeu. Il y a ce côté du... peut-être c'est pas... Est-ce que tu es légitime ou pas de le faire ? C'est ça, est-ce que tu es légitime ? C'est quoi ? Pourquoi ton avis ? Puis pourquoi tu juges mon travail alors que tu es... C'est pas toujours évident de trouver le... Je te mets dire, ok, là je peux prendre la parole, c'est ok. Là c'est un peu borderline, là il faut que je fasse attention. Et après il y a aussi le message derrière toujours. C'est presque encore un autre débat. Dans le milieu du jeu de société, l'aspect critique, il est globalement gentil. C'est-à-dire que le plus souvent, les critiques de jeu, c'est j'ai bien aimé, à quel point j'ai bien aimé. Un reviewer, quand il aime pas, il va pas très rarement faire une vidéo pour dire qu'il a pas aimé. Et du coup, comme ce discours-là, il est un peu lissé sur du positif, d'autant plus si tu as une double casquette et que tu dis un truc un peu négatif, ça peut prendre une dimension pas souhaitable. Oui, de déclencher une troisième guerre, quoi. Je vais pas jusque-là, ça reste du jeu de société. Mais... Alors, je vais enchaîner avec Alexandre, parce que j'avais trouvé des points communs un peu avec, justement, avec Thibaut. Parce que du coup, Alexandre, je lui disais... Les cheveux. Les lunettes. Aujourd'hui, je me sens un peu seule, tu vois. Je suis la seule. Les cheveux, non plus. Mais j'ai une perruque, c'est pour ça. Vous me perturbez dans le suivi de mon interview. Je voulais enchaîner avec Alexandre parce que du coup, là, on parlait de Thibaut, qui est commercial. Donc, il y a ce côté un peu vente. Et toi, du coup, tu as une double casquette parce que je lui disais, tu es animateur pour nous.
mais tu es aussi dans la vente. Ouais. Du coup, voilà, j'aimerais que tu parles un peu de ces deux activités-là, et après, je te poserai des questions sur ton parcours. Alors, pour me présenter très brièvement, je m'appelle donc Alexandre. Effectivement, ça fait déjà maintenant 2 ans presque que j'anime sur les festivals un peu partout pour Bleu Orange. Et qu'à côté, là, donc depuis 6 mois, je bosse en tant que vendeur, animateur, un peu tout, pour la Caroline Gobelin de Metz. Donc, où je pense que certains d'entre vous ont dû peut-être passer un jour, on va peut-être croiser. Une boutique de jeux spécialisés au centre-ville. Exactement, la boutique. Il y en a une à Pont-à-Mousson, il y en a une à Nancy, il y en a une quatrième. À Thionville aussi. Thionville, c'est ça. C'est un peu le sortilège de la Lorraine, c'est une boutique qui a plein de boutiques. C'est ça, c'est une boutique qui a plein de boutiques, vraiment, on n'a jamais vu ça, et on est la première à avoir instauré ça. Pas du tout. Donc voilà, ça fait 6 mois que je bosse là-bas et c'est super cool. Tout va bien. C'est un autre aspect que l'animation, l'aspect un peu vente, mais finalement, on en parlera probablement après, mais ça se rejoint sur pas mal de points. Oui, là, t'arrives quand même à bien travailler ces deux casquettes-là, parce que comme tu dis, il y a forcément des points communs. Elles sont assez proches, ouais. De conseiller, d'expliquer, parce que du coup, je pense que des fois, tu dois, tu l'as dit toi-même, animateur, vendeur, parce qu'il y a une partie aussi où vous faites de l'animation. Ouais, on a tout un espace café-jeu, donc on peut venir, on paye un droit d'entrée, avec une petite boisson, etc. Et pendant 2 heures, vous avez des gens qui sont là pour vous expliquer les nouveautés, vous aiguiller sur tel ou tel jeu en fonction de votre profil, etc. Le but, c'est que vous puissiez un peu découvrir un peu ce monde pour les gens qui ne connaissent pas. Pour les gens qui connaissent déjà, pouvoir tester en amont les nouveautés avant de pouvoir les acheter derrière. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a plein de curieux. Bon, là, on commence déjà un peu à digresser, mais plein de curieux qui arrivent, qui disent « Ah, pourquoi pas, allez, nous, d'habitude, on joue au Uno, etc. Ah, tiens, je vais vous montrer ça et ça. » Puis finalement, ils se rendent compte que c'est génial. Et puis finalement, on les revoit revenir encore et encore. Du coup, donc, on a Thibaut qui recommande et qui accompagne les boutiques. Et on a donc Alexandre qui recommande et accompagne les clients. Ah ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, parce que du coup, pareil, je me suis renseignée sur toi. Aussi, il fallait que je prépare un peu mes questions. C'est que t'étais pas du tout destiné à travailler dans le monde du jeu. Pas du tout. Alors, de base, pas du tout. De base, j'ai fait des études du coup d'ingénieur. Donc, j'ai fait MPS, IMP, c'est l'équivalent de Maths P, pendant 3 ans. Donc que j'ai redoublé parce que j'ai loupé mon école à quelques places. Finalement, j'ai intégré mon école et au bout de 3 ans, là, j'ai été diplômé au mois de septembre en tant qu'ingénieur informatique. Mais tu fais pas du tout Nancy. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'en amont de mes études, j'ai eu surtout un parcours associatif très marqué. Notamment, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé dans mon école, comme j'avais déjà un peu de background ludique, d'arriver avec un projet de club, d'asso, etc., porté autour du monde du jeu société, où notamment on avait un planning une animation, une grosse soirée autour du jeu par mois, avec des thèmes différents. Ça pouvait être sous forme d'un gros tournoi avec des jeux, des rondes, et à la fin on faisait gagner des prix. Une soirée plus découverte, jeu coopération, les gens se mettaient en équipe et découvraient tout ça. Il y avait plusieurs thèmes différents qu'on avait essayé de mettre en place et qui a fait qu'au final, quand j'ai monté mon club, qui s'appelait Absoludique, j'adore le nom, voilà. On a créé le club où il y avait 5 adhérents et je l'ai lâché au bout de 2 ans et on était à 120, un truc comme ça. Donc c'est juste que les gens se sont rendus compte en fait que c'était juste trop bien et qu'on veuille juste jouer autour d'un café de 5 minutes ou bien pour vraiment se prendre la tête, tout le monde s'y retrouvait. Donc voilà, et c'est après ça où j'ai vraiment aperçu toute la portée du monde du jeu et vraiment à quel point ça pouvait être fun. Voilà. Tu faisais déjà de l'animation en fait. Et je faisais déjà l'animation, je commençais l'animation à ce moment-là, pour le coup. Et puis j'ai comparé un peu entre un métier type plus ingénieur classique, où on est assis derrière une chaise et voilà quoi. Derrière la chaise. Derrière la chaise, on s'assoit, on parle pas, on tape sur son clavier. Puis un autre où c'est exactement l'opposé même, c'est-à-dire qu'on bouge tout le temps, on parle tout le temps et juste on n'arrête pas. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de bouger, donc forcément je me suis plus orienté sur ça. Quitte à un peu mis de côté le diplôme qui est dans un coin de mon... Je crois qu'il est en dessous de mon lit, quelque part. Voilà. Et maintenant, c'est l'éclate, quoi, de pouvoir parler avec les gens, pouvoir transmettre sa passion. Je pense que ça, c'est un peu le cas aussi de Thibaut et le cas de tout le monde ici. C'est pour ça qu'à mon avis, on se bosse dans ce milieu. C'est parce qu'on a envie de transmettre cette passion qui nous anime. Et là, c'est que du bonheur. Ouais. Mais justement, Thibaut, dans son parcours, je parlais un peu d'éducation tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il a mis en place aussi. C'est quand tu étais AED, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'étais AED pendant 2 ans, donc surveillant, pour ceux qui ne connaissent pas le terme AED, assistant d'éducation, dans un lycée.
Et donc, c'était faire de la vie scolaire, voilà, je parlais avec les élèves, s'occuper des retards, des choses comme ça. Mais après, on pouvait aussi mettre en place des activités. Et j'ai eu très vite envie de monter un club jeu de société, forcément, parce qu'il n'y en avait pas, dans l'enceinte du lycée. Et puis, c'est quelque chose aussi que j'exportais aussi à l'internat, que je faisais une fois par semaine. Et c'est pareil, enfin, d'un lycée où il n'y avait aucun élève qui jouait, il n'y avait pas de lieu pour jouer, il n'y avait même pas de jeu. Enfin, je pense qu'à l'internat, il devait avoir un Scrabble, il manquait la moitié des lettres, et un Uno où les cartes étaient à moitié déchirées. Je pense que c'est un classique. C'était un Scra ou c'était un bleu, du coup? Non. C'était un Scra ou c'était un bleu, du coup? On n'est jamais habitué. Hein. Il n'était pas prêt, il était Ça en mode arrive comme sérieux. ça, sans crier Je gare. suis habitué, mais ça surprend toujours. On est passé de rien à une ludothèque sur la première année d'une vingtaine de jeux, et avec une fois par semaine, entre midi et deux, une 15-20 d'élèves qui venaient, donc c'était cool. Et puis, c'est des choses qu'on a aussi emmenées à l'internat le soir, pour changer un petit peu des activités qu'ils avaient, c'est-à-dire du billard, du baby-foot, du scra ou du bleu. Et puis, les anges de la télé-réalité, parce que c'est vrai et c'était triste. Donc non, ça c'était hyper chouette. Et c'est la plupart, enfin, je pense que 99% des élèves, c'est « Ah, ça existe des jeux comme ça », un peu comme tout le monde qui découvre le monde du jeu tout au début. Ah, c'est vrai qu'il y a autre chose que Monopoly, etc. Tous les jeux, les classiques, quoi. Et donc ça, c'était hyper cool de leur faire découvrir, et certains qui allaient en chercher après, qui les empruntaient pour le week-end pour jouer avec leurs parents, et qui allaient en acheter après. Donc ça, c'était hyper chouette. Bah là aussi, hein, du coup, ça rejoint un peu l'émission que tu as eue par la suite, mais tu faisais déjà un peu, sans le vouloir, de la recommandation et des conseils, en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu es joueur et que tu fais jouer des gens qui ne sont pas ton groupe de joueurs, tu fais forcément de la recommandation, volontairement ou involontairement. Déjà, d'une, parce que quand tu fais jouer un groupe de joueurs, tu vas en général les faire jouer un jeu que tu aimes. Tu vas, tiens, on va tester ça, c'est très très nul, tu vas voir, tu vas adorer le monde du jeu, c'est ton premier jeu, c'est nul. Donc, à partir du moment où tu fais jouer quelqu'un à un jeu que tu aimes, tu as envie de lui faire aimer et éventuellement de lui faire acheter ou découvrir d'autres choses, quoi. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu lances une partie de jeu, tu es un peu prescripteur de ce jeu-là et du jeu en général. Et d'ailleurs, enfin, après, je pense qu'il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui jouent pour le jeu, pour jouer. Et après, il y en a plein. Ça fait toujours un peu démago de dire ça, mais moi, j'aime pas jouer au festival, par exemple, parce que c'est un gros mot ce que je dis, mais j'aime pas trop jouer avec des gens que je connais pas. Enfin, découvrir des gens sur un jeu, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est passer un moment avec des gens, en fait. Je peux jouer à un jeu qui n'est pas spécialement mon jeu préféré, mais c'est passer un moment avec ces gens-là et discuter en même temps, passer du temps avec eux, quoi. Ouais, t'aimes en fait le moment que ça va créer, les émotions que ça va générer, les souvenirs. Ouais, clairement, l'aspect social, c'est vraiment le terme, quoi. C'est vrai que jouer avec des inconnus, un jeu un peu de déconne, même un jeu d'identité secrète sur le chose, où tu essaies de te baser sur ce que tu connais de la personnalité des gens, c'est difficile avec des gens que tu connais pas. Alors qu'avec tes collègues, des amis, de la famille, ça va influencer ta façon de jouer, puis là, c'est là que vous allez plus vous amuser. Justement, ça peut être l'occasion de les connaître. Un peu de se mettre un peu avec ce type de jeu, etc. Enfin, moi, je suis un peu le cul entre deux chaises, un peu entre ce que Thibaut dit. Je suis très content aussi de jouer avec des gens que je connais parce que je les connais, justement. Mais je joue avec énormément de personnes différentes qui arrivent. Déjà parce que moi, ça me fait vraiment sourire dès que les gens découvrent tout ça. Et de deux, ça permet un peu de sociabiliser, etc. De voir un peu comment les gens ressentent tel ou tel jeu. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il y a pas mal aussi d'aspects un peu analyse de personnalité où vraiment je suis persuadé que chaque personne aime les jeux, il faut juste trouver son type de jeu. Voilà. Le type de jeu qui peut le faire vibrer à tel moment, etc., avec tel public, etc. Donc c'est assez dur, hein. Ça c'est plus proche du coup je pense de mon métier en tant que vendeur et tout ça notamment. Il y a un jeu pour tout le monde. Ouais, il y a un philosophe grec qui disait aussi, je sais plus lequel, je vais pas faire... il disait pas un jeu pour tout le monde, il disait genre t'en apprends plus en 15 minutes, ils avaient les minutes les Grecs. Oui, ils avaient les minutes les Grecs. Non, ils n'avaient pas le temps. En 15 minutes autour d'un jeu qu'en une vie. Parce que les masques tombent, tu pars sur un pied d'égalité et tu te rends compte des gens. Une façon de briser la glace. Timothée qui a toujours un taco chat sur lui, qui le sort à tout occasion. Dans sa poche comme ça, hop. À tout moment il te sort un taco. Du coup, je vais enchaîner sur toi parce que... j'ai cru que tu m'avais oublié. Non. Non, mais parce que pareil, moi forcément je te connais plus qu'Alexandre et Thibaut, donc j'avais déjà plus d'infos. Mais toi c'est pareil, la formation que tu as fait te destinait pas non plus à travailler dans le monde du tout. Si, un petit pied de nez. Avant, je faisais des cartes et des stats.
Maintenant, je fais des cartes et des stats, pas sur les Pas sur le match. Ouais, non, moi j'ai un parcours universitaire autour de la géographie, de l'urbanisme et de l'aménagement du C'est pour territoire. ça qu'il adore Next Station Tokyo. C'est pour ça que j'adore Next Station, London, Tokyo et ceux qui viendront après. Et moi j'ai toujours adoré les cartes. Enfin, la cartographie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc c'est pour ça que je suis allé dans un métier de la géographie. Je suis devenu fonctionnaire, j'ai passé le concours d'attaché territorial, dont j'ai encore le bénéfice pour quelques mois. Je suis encore en dispo. Ouh, attention. Mais la loi a changé entre-temps, donc au bout de 8 ans, je vais devoir abandonner mon... Tu veux pas devenir fonctionnaire? Non, ça va. Ça va, je suis bien, là. Donc ouais, c'était pas du tout le parcours, mais je suis arrivé, ça fait vraiment une parole de vieux. Non. Je suis arrivé en 2015 chez Blue Orange. Pour le vieux. C'est vieux. C'était il y a 8 ans. Blue Orange était tout petit et il y avait globalement beaucoup de petites structures en France. Et en fait, c'était pas un milieu dans lequel tu étais embauché par rapport à un background diplômant, universitaire, etc. On en Parce que reparlera déjà, des diplômes après. il existait Maintenant, ça existe. peu de formations spécialisées dans la chose. Et au final, les éditeurs, c'était toujours des petits noyaux de personnes passionnées qui montaient leur boîte et qui, forcément, au début, en fait, s'entourent de gens passionnés. T'es littéralement un couteau suisse. Hein. Moi, je suis arrivé chez Blue Orange. Tout à fait, ça je sais. En tant que chargé de com événementiel, quand il y avait des conteneurs, je vidais les conteneurs avec tout le monde, les deux chefs compris. Hein. Je répondais au téléphone, C'est le je standard. faisais la com, je faisais un peu de tout. Après, on a eu la chance chez Blue Orange de connaître une forte croissance. Et quelque part, on a été accompagné par la professionnalisation du milieu, qui fait qu'on peut recruter des personnes comme toi. Où tu as un diplôme propre à ton activité métier chez Blue Orange, et après tu es venu au jeu. Ouais. C'est que c'était pas une obligation Ouais. que d'être joueuse pour être Et c'est plus en plus fréquent. Je dis pas que c'est systématique parce que après chaque éditeur va à son propre gérer son recrutement comme il le souhaite, mais tu te professionnalises, tu as des besoins spécifiques sur des compétences clés, tu as le choix entre aller chercher quelqu'un qui est passionné mais qui va peut-être te faire du bricolage. Idéalement, tu trouves le passionné qui sait aussi gérer la compétence, Oui, parce que mais c'est clairement, pas, c'est ça pas tout le existe. temps. Hein. Ouais, bingo. Ou tu prends moins de risques en allant chercher la personne qui a la compétence clé et qui peut découvrir le milieu du jeu de société. Comme c'est quelque chose qui s'étend vachement en ce moment, qui est C'est une super mis affaire en de avant. personnalité aussi, parce que Aussi. il fallait, moi c'était mon cas, et je l'ai déjà dit dans d'autres BNU, c'est qu'effectivement j'étais pas joueuse, mais comme je suis curieuse de base, et que moi je suis sociable aussi, j'aime bien être avec les gens, là j'ai trouvé un loisir qui devient une passion, parce qu'en fait t'es entouré des bonnes personnes qui te donnent envie de jouer. J'ai toujours dit, c'est quand je suis arrivée, Taco c'est pareil, c'est le premier qu'on m'a fait jouer, puis une semaine après vous me mettiez dans Seven Wonders, tu vois. Alors j'étais là, bon, on part que, alors on est d'un extrême à l'autre, mais en fait j'ai été au contact de bonnes personnes qui m'ont transmis leur envie en fait de jouer, qui du coup maintenant moi je fais la même chose, c'est que j'ai embarqué mon copain dedans, ma famille, des amis à qui on achète des jeux, enfin. Mais on change de comportement de joueur, ça m'a fait ça. penser, c'est que il y a les passionnés de jeu, ils ont un côté un peu prosélytisme. Regardez, les jeux de société, c'est bien. Et moi, je sais, quand j'étais ado, jeune adulte, j'étais pas spécialement joueur de jeux de société, je faisais jeux vidéo, etc. J'étais vachement plus en mode compète. Mauvais perdant, je sais pas, mais potentiellement mauvais gagnant. C'est pire, hein, les mauvais gagnants, c'est hyper relou. Ouais. Mais du coup, après, tu dis, je découvre les jeux de société, c'est top, j'ai envie de faire découvrir ça aux gens. Si tu te comportes comme un connard à la première partie, tu vas juste dégoûter les gens, quoi. Et donc je sais que ma famille notamment a dit, t'as changé, parce que T'as changé. voilà, j'étais plus aussi chiant à jouer, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que moi aussi, du coup, quand j'ai été recruté à la Caverne du Gobelin au mois de décembre, j'étais recruté avec une deuxième personne qui s'appelle Fabien, que j'embrasse, et qui est entré dans le milieu, alors que les jeux, il connaissait vite fait, mais vraiment, il avait juste le background plutôt commercial, vente, etc. Et au final, là, maintenant, il est tombé totalement red dingue du milieu. Et là, maintenant, ça coule un peu de source. Et il apprend un peu l'expérience ludique, etc. Tel ou tel jeu, etc. Et maintenant, ça roule comme ça. C'est plus facile dans ce sens-là, en fait. Comme tu dis, c'est plus facile de découvrir les jeux que d'apprendre à connaître le produit. Que d'apprendre un métier. Voilà, c'est ça. Clairement, tu peux pas demander... si, il y a certains cas où ça doit être encore possible, mais tu peux pas venir chez un éditeur... si t'es embauché à la com, n'avoir
aucune expérience dans la communication. Oui, bien sûr. Si, Après, moi j'ai fait ça, mais c'était en 2015. toi, c'était il y a longtemps. Mais Là, j'ai bah, menti, je faisais la com du festival du jeu d'Épinal. Mais bon, c'était du Oui, bricolage. mais c'est déjà une, C'était bah, déjà c'est un déjà une première expérience quand même. Et du coup, après, tu as des. Effectivement, là, je rebondis sur Explique-moi ça, qui nous dit qu'on a quand même plus en plus de créateurs de contenu qui trouvent leur place chez éditeur. On l'a dit avec Marion, Morgane tout à l'heure, avec Lisa aussi. Parce que du coup, bah, ils ont maintenant, eux, en compétences, bah, c'est clairement leur connaissance du monde du jeu, Ouais. la veille qu'ils font, bah, les contacts aussi. C'est hein. des compétences, hein, le réseau, c'est... Clairement, et ça, c'est un truc pour le coup qui s'apprend, mais bah, sur le long terme, hein, clairement, moi je n'ai pas du tout le même niveau du monde du jeu que Lisa a. L'événementiel, c'est pas forcément dans le domaine dans lequel elle était avant, Ouais. mais elle gère absolument Mais en fait- parfaitement nos festivals parce que en fait, c'est une sorte de personnalité. Ouais. Là, pour le coup, Ouais, c'est quelqu'un d'organisé qui arrive voilà, à penser les choses et à se préoccuper de plein de détails. Mais du coup, sa force, bah, clairement, sa connaissance du monde du jeu. Des Parce qu'en questions vrai, intéressantes. Oui, une question super intéressante là, que j'ai vue. L'INRIA. Ah, C'est- disons que ce serait pas quelqu'un de la régie. Est-ce qu'on valide cette blague? C'est ça la question super intéressante. Non, on la Du valide coup, Scra bleu, oui, on valide. On Ouais, non, est bien d'accord. sûr. Multivalide même. C'est bon, on peut reprendre le fil d'actualité. Mais on a une question effectivement intéressante de quelqu'un à la régie. Du coup, qui nous demande le fait que ce soit devenu votre métier, est-ce que c'est pas justement le risque que ça vous dégoûte de votre passion? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous faisiez sur Ouais. votre temps libre ou peu de fois dans la semaine. Maintenant, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Que en plus, bah, dès qu'on est en salon ou autre, même quand on est en temps off, on s'arrête pas parce que on nous ramène toujours vers notre métier. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a pu vous dégoûter entre guillemets, ou peut-être qui a peut-être changé votre façon de consommer les jeux? Bah, si vous voulez, je peux commencer à répondre. Vas-y. Bah, moi, je trouve pas du tout. Enfin, je faisais beaucoup de soirées jeux déjà avant de bosser dans le milieu. Là, j'ai pas changé mon rythme, voire j'ai augmenté en fait. Non, moi, ça m'a pas dégoûté parce que justement, déjà, c'est un milieu qui évolue énormément. On reste pas sur les mêmes jeux tout le temps. En fait, c'est le genre de milieu où il y a des nouveautés tout le temps à découvrir. J'ai regardé la stat encore tout à l'heure pour être sûr, mais par an, il y a à peu près 1000 nouveaux jeux qui sortent par an. Donc ça fait énormément, surtout quand on bosse dans une boutique, on les voit arriver tous ces jeux, on est toujours un peu, quand on est passionné, en mode ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça a l'air bien, il faudrait que je vois chez moi, etc. Donc c'est tellement un milieu qui est en explosion actuellement qu'on a toujours la nouveauté et qu'au final on garde un peu cette passion sur le long terme, quoi. Et aussi ça passe, en tout cas pour l'aspect boutique, par pas mal un peu de clients qui reviennent et qui nous disent ah, c'était trop bien, alors qu'est-ce qui est sorti maintenant après, est-ce que vous pouvez nous reconseiller, etc. Au final, après, on sent la passion des autres aussi, qui nous anime aussi nous-mêmes, et qui nous conforte dans notre passion, et qui, enfin, personnellement, pour l'instant, après, ça fait assez peu longtemps que je bosse dans cette boutique, ça fait que 6 mois, donc voilà. Je pense qu'avec un magasin de 8 ans, t'as un peu plus déjà de recul sur le jeu. Ouais, bah, Et toi, Thibaut, du coup, est-ce que ça a changé ta façon de consommer les jeux? Est-ce que parfois ça te saoule d'avoir trop de jeux? Enfin, trop dedans. Plein d'arguments d'Alex en fait, mais pas les utiliser de la même façon. En fait, j'ai bossé en boutique il y a une quinzaine d'années, pendant 3 ans je crois, dans 2 boutiques différentes, où il y avait ce côté. Alors déjà il y a 15 ans, il y avait le nombre de sorties était, je pense que tu pouvais le diviser, ce qui sort maintenant sur une semaine, ce qui sortait sur un mois il y a 15 ans à peu près. Ouais. Donc à l'époque déjà, quand tu jouais à un jeu, tu disais ça c'est cool, la semaine prochaine on joue à quoi? On joue à celui-là parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on a envie de tester depuis. Maintenant c'est plus le cas. Enfin, sur une semaine, tu as 2 sorties qui t'intéressent, tu joues à une, tu joues à l'autre, la semaine d'après, tu en as 2 autres. Mais quand j'étais en boutique, j'avais un peu ce feeling-là parce que déjà, tu avais ce côté veille, en fait, savoir de ce que tu vas vendre, savoir de quoi tu parles. Donc, tu avais ce côté-là qui jouait vachement, mais plus tu avances et plus tu bosses dans le monde du jeu, enfin, je parle pour moi, mais plus tu bosses dans le monde du jeu, et après, ça dépend aussi, j'imagine des postes, par exemple, vendeur en boutique ou de commercial pour un distributeur comme c'est mon cas. Je le vois plus pareil. En fait, si tu veux, maintenant, j'ai plus le temps de jouer et ça me frustre. En fait, je suis pas. La question, c'était exactement le terme, c'était dégoûté. C'est pas que je suis dégoûté, mais c'est que je suis frustré parce que j'arrive pas à jouer autant que j'aimerais jouer. Notamment, Festival de Cannes, c'est super. Vichy, c'est un super festival. Mais toi, tu y vas pour le boulot. Et en fait, tu repars de Cannes, t'as joué à quoi? J'ai joué avec mes boutiques. Donc, t'as ce côté très frustrant. Mais ça ne m'empêche pas de toujours me tenir informé, de toujours chercher des jeux, d'en commander encore beaucoup. J'ai un carton juste là que je vais ouvrir juste après, c'est trop cool. Petit unboxing bientôt. Gros unboxing. Donc il y a ce côté frustrant. En fait, j'aime toujours autant le jeu, mais bizarrement, enfin,
je sais pas, comme sûrement dans d'autres domaines, en fait, j'ai moins de temps de jouer, forcément. Mais ça veut pas dire que je passe autant de temps autour du jeu. Donc, soit regarder des vidéos pour me faire des avis, mais aussi de la veille, mine de rien, savoir ce que sortent les confrères, voir un petit peu ce qui sort en boutique, ce qui marche aussi, parce que c'est important de le savoir pour discuter en boutique. Donc, je joue moins, ça m'énerve. J'ai des enfants qui grandissent, donc ils jouent. C'est un peu... mais ça me frustre de moins jouer, mais je continue à m'intéresser au monde du jeu et je pense que je passe autant de temps autour du jeu, mais en jouant moins bizarrement maintenant. C'est différent, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que nous, au final, on l'a déjà dit aussi, c'est qu'on joue les midis. Donc en soi, on est quand même toujours dans mon jeu. Alors peut-être moins nos jeux à nous, parce que forcément, on les connaît. Parce que c'est ton travail. Oui. Non, mais sur les temps de midi qui sont plus des temps de pause, ouais. On a toute une cuisine, j'allais dire toute une salle, mais non, c'est toute une cuisine qui est remplie de jeux qui nous servent quand même que de veille. j'approvisionne tous les mois voilà, pour la veille ludique. Déjà de base, c'est quand même de tout le personnel. C'est quand même de la veille que Mathieu effectue. Nous, ça nous permet, comme disait Thibaut, de comparer qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est un peu trendy à ce moment-là, tout ça. Ouais. C'est aussi un moment, on revient tout à l'heure aux côtés, de passer un bon moment avec des gens. En plus, on commence à bien se connaître entre nous, donc tous les jeux où on a des identités secrètes, souvent c'est moi la méchante. Je sais pas pourquoi, mais souvent on m'accuse. Et on crée des moments entre nous, et c'est pas pour autant que ça nous dégoûte en soi. Puis moi, je sais que j'ai eu des phases. Où tu voulais moins jouer parce que... Ouais, parce qu'en fait, moi je suis arrivé... en fait, on a tous les backstage, donc on sait... Maintenant, on sait comment un jeu est fait. Je lis plus une règle de la même façon. J'analyse plus le matériel de la même façon. Forcément, quand je prends une boîte de jeu, je regarde plus de la même façon que quand j'étais juste passionné de jeu. Donc, je sais où j'ai eu des phases où même je jouais plus beaucoup et j'avais plus d'envie d'achat. Et même maintenant, pour me provoquer une envie d'acheter un jeu, quand t'es passionné, tu découvres plein de trucs, t'es en mode, vas-y, je claque 100, 200 euros par mois sans problème. Et là, maintenant, j'en suis à ce jeu, est-ce que je le veux vraiment ? Et en fait, du coup, moi, j'ai toute une batterie de questions, je dis, puis j'en ai plein à la maison aussi, tu dis, est-ce que je vais le ressortir ? Mais donc, mais plus du tout chez moi, de toute façon, tes jeux, je te les rachète. Franchement, il va bientôt avoir une salve de rente, parce que là, j'ai 300 jeux à la maison, il y en a 300 ici, puis on bosse sur des jeux tout le long, puis moi j'ai ma mini-ferme avec permaculture, les abeilles, les poules, etc. C'est du temps, c'est une histoire de temps aussi, que disait Thibaut, c'est quel temps j'ai à consacrer au jeu, en plus de ce que j'y consacre déjà dans le reste de ma vie, dans les autres cercles aussi. Avant, je faisais du milieu associatif, je n'y suis plus. Donc, en fait, chez moi, maintenant, je joue très peu. C'est même pas une frustration, c'est plus en termes de constat, et donc forcément ma consommation a changé. Puis comme moi j'ai les mains dans le cambouis dans l'éditorial, je consomme forcément autrement. Ça m'étonne pas trop, dans le sens où peut-être que vous avez des métiers un peu plus hauts dans une sorte de hiérarchie, où moi je suis vraiment peut-être plus proche, où on parle directement de jeu tout le temps, donc peut-être que c'est peut-être plus facile de découvrir et de rester dedans quand on est à ce niveau-là. Tu vas faire le jeu d'une autre façon, parce que c'est quand tu fais de l'analyse, tu vois, peut-être que toi maintenant, là je vais parler de chiffres, nous on sait ce que c'est le coût d'un jeu, maintenant aussi, et tu te dis en tant qu'acheteur, est-ce que j'ai envie par exemple de mettre autant de budget dans ce jeu-là par rapport au plaisir que ça va m'apporter, par rapport à sa durée de vie, parce qu'il y a des jeux, des fois on le sait, on les fait une fois, on peut pas le refaire, il y a toutes ces questions plus pro que nous on a, parce qu'on est de ce côté-là, alors que le public qui est juste joueur n'a pas les mêmes réflexes et pas les mêmes questions sur je pense que je viens d'y penser là, en fait, et je me dis, en fait, c'est carrément vrai. Quand tu vas conseiller un jeu à un client directement, moi, je passe beaucoup par le ressenti que moi j'ai eu en y jouant. Donc, je me dis, moi, par exemple, la dernière fois que j'y ai joué, il s'est passé un truc de fou, lui était méchant, etc. Et en fait, en parlant de ça, je me remémore ces souvenirs et je me dis, c'était quand même vachement cool. Allez, ce soir, on va y rejouer. Et du coup, t'es peut-être encore plus proche de tout l'aspect plus sentimental et un peu moins aspect chiffres et vente dans là où je suis. Donc peut-être que c'était plus guidé à rester un peu dans cette passion continuellement. Tu joues avec des gens et le jeu va te procurer des émotions. Et en fait, c'est ça qu'on cherche aussi. Parce qu'un jeu qui va te procurer aucune émotion avec personne, tu vas pas y retourner, quoi. Sauf si tu es là vraiment que pour le jeu et que tu t'en fous les gens qui sont autour de la table. Il y en a. Il y a un sujet que je voulais aborder parce qu'en fait on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y avait une question. Une question. Qui était intéressante, je trouvais. Alors attends, le chat il faut qu'il remonte. Elle était au-dessus. C'était sur Escarnet.
Est-ce qu'il y a quel événement vous a fait aller dans le jeu? Qu'est-ce qui vous allait... Ouais, Je sais effectivement. pas. C'est intéressant, non? Bah oui, si, carrément. Bah vas-y. Moi, Qu'est-ce j'aime bien, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait du coup? Comment je suis tombé dans le monde du jeu? Ouais. Alors moi, j'en suis déjà, c'est grâce à une autre chaîne Twitch qui va malheureusement fermer, qui s'appelle Le Stream. Ah oui. Qui avait une émission de jeux de société et qui parlait, c'était un peu la première chaîne Twitch. Parce Si je dis pas de bêtises, ouais. c'est celle de Max Tilden? Ouais, c'est ça. Qui est donc jury, Qui est jury aux As d'Or, aux As ouais. d'Or. Ok. Et qui parlait pas mal de jeux de société, etc. Et moi, je regardais ça un peu un air, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, je me souviens, je devais partir à Barcelone avec des amis, on a pris le bus, 26 heures de bus, pire choix de notre vie, bref, voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le bus? Ah, bah, il jouait à un jeu, Time Bomb. Ah, je connais pas trop. Bah, je vais le prendre, c'est un peu à rôle caché, pourquoi pas. Et j'ai sorti sans aucune conviction. Bon, on a joué 10 minutes et voilà. On y a joué 4 heures sur le trajet. Et après, on y a rejoué encore sur la plage, etc. Et c'est là vraiment, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a une dimension de dingue à découvrir là-dedans. Puis après, de fil en aiguille, d'émission en émission. Au début, je suivais purement les jeux qu'eux ils présentaient. Puis après, je suis allé un peu plus loin. Jusqu'à arriver à mon premier festival, du coup, avec Blue Orange à Nancy. Où là, j'ai pu découvrir un peu l'aspect plus proche des gens, où déjà, tu te rends compte que tu as un petit peu de recul aussi sur pourquoi tu as aimé ça. Et quand tu expliques ça aux gens, ils le comprennent tout de suite. C'est un bon début de... Enfin, t'avais raison, la question est intéressante et j'aime bien la réponse aussi. Quel est le truc, en fait, qui t'a fait tomber dedans? Est-ce que Thibaut, t'as aussi quelque chose comme ça, un événement, une rencontre, quelque chose qui t'a fait tomber dedans, vraiment? C'était une ouverture de magasin donc, dans ma ville, en fait, Ouais. où donc j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Et en fait, j'y allais parce que c'est une époque où je me remettais à jouer à Magic et c'est pas bien parce que ça coûte cher. Et je me remettais à jouer aux figurines, mais c'est pas bien parce que ça coûte cher. Encore plus cher. Et du coup, je vais voir la boutique qui ouvre, je discute avec le vendeur, je sympathie, c'est devenu un super pote maintenant depuis plus de 15 ans. Et je suis rentré comme ça, voilà, et puis viens une soirée jeu, on fait une soirée jeu ce soir au magasin, on fera du jeu de société. J'avais joué à je sais plus quel jeu, mais je me rappelle être retourné le lendemain pour acheter mon... Alors, dans mes souvenirs, c'est le premier jeu que j'ai acheté, en fait, c'était... Je viens de vérifier la date de sortie pour avoir la date. 1972. C'était en 2006, et le lendemain, je me souviens d'aller acheter Mr. Jack qui venait tout juste de sortir, de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc. Donc c'était en 2006, ça, donc je suis rentré comme ça, par la porte dans le magasin, et puis après, par une soirée jeu, en fait, où il y a autre chose que des figurines et du jeu de cartes, viens voir, on fait une soirée jeu ce soir, ça va être cool. Et ça fait 17 ans. Je vais te poser la même question, mais en même temps, il va falloir que tu ailles Alors, en 2007, mon grand frère qui fêtait ses 37... Non, c'est 27 ans à l'époque. 37-27. Ouais, 10 ans après. Moi, j'étais pas du tout dans le milieu du jeu et il demande pour son anniversaire les aventuriers du rail Europe. Et nous, on peut tous regarder dans la famille, genre le grand frère de 27 ans qui veut un jeu de société pour son anniversaire. On était vraiment au fond, je sais pas, jeu de société, c'est bien quand t'es gamin et tout ça. Et moi, effectivement, je claquais beaucoup trop d'argent en cartes Magic à l'époque à la caverne du Gobelin à Metz, mais l'ancienne, le petit truc obscur qui est près de la porte des Allemands. Et je me suis dit, je crois que je connais un endroit où je peux le trouver. J'y vais, il y est, on lui achète, j'essaye, j'adore. Je retourne à la caverne du Gobelin, je me l'achète, je fais hop, il y a d'autres trucs. Je commence de fil en aiguille à acheter d'autres trucs. Je débarque à Épinal, association de jeux. Organisation du festival par l'association Place au Jeu. Et je deviens le contact communication et le contact éditeur. Et en 2015, j'ai un pote qui me retransmet un article de l'Est républicain, les articles qu'on fait des fois, en fait, genre Blue Orange, la petite entreprise qui monte, en gros, c'était ça, il y avait 3 petites colonnes max, et à la fin, c'était un mode, et d'ailleurs, Blue Orange cherche à recruter. J'avais le contact de Timothée Leroy. Je lui envoie un message genre il paraît que tu cherches à recruter. Si c'est pour faire le ménage, ça me va pas, mais. C'est quoi le poste? Et il me dit moi je cherche quelqu'un à la com. Écoute, ce que ça vaut, je fais de la com et je suis motivé, etc. Et il me dit est-ce que tu es à Essen cette année? Je dis ouais. Et du coup, je les vois à Essen, à Bredney, à l'hôtel. Je commande une pinte pendant notre entretien. Ça, c'est la petite histoire. Et de fil en aiguille, ça a commencé comme ça.
Le conseil de Mathieu, lisez Les Républicains pour avoir des offres d'emploi, buvez des pintes aux entretiens. En général, Ça marche. passe crème. Mais du coup, voilà, c'est 3 en fait, choses différentes, mais qui se regroupent quand même, parce que du coup, ça vous a vraiment ouvert les yeux sur une passion, qui en plus vous a conduit à travailler en plus dans le milieu. Bah, en Donc, fait, si je peux dire une dernière chose, je pense vraiment que le point qui nous unit tous et qui fait qu'on aime ce qu'on fait, c'est le truc numéro 1 qu'il faut avoir pour bosser dans ce milieu, pour moi, c'est la curiosité. Clairement. Et je pense que c'est un truc qu'on a un peu tous là, même toi, t'en as parlé tout à l'heure. C'est ça. Mais du coup, je vais J'arrive pouvoir de faire moins en ma... moins à être surpris de ma curiosité. Je pense que c'est pour ça que mon truc qui... Je vais pouvoir faire Ouais, les ma... jeux qui sortent être surpris, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est toujours Faut laisser possible. la C'est toujours parler. possible. C'est toujours possible. C'est hein. toujours possible. Je vais Et d'ailleurs, attendez, l'année prochaine, vous allez voir ce que vous allez Je voir. ne vais jamais pouvoir Vous allez être super caser ma Le conclusion. 4e va vous surprendre. J'ai juste, justement pour faire la conclusion, je pourrais pas trop la développer, mais en tout cas n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux. C'est qu'on parlait tout à l'heure du fait tout ce qui était diplôme, qu'il n'y avait pas forcément ça dans le monde du jeu. Et ben j'ai fouillé un petit Il y peu en a de pour plus ce en plus, sujet. ouais. Ça commence à arriver de plus en plus. T'es bien placé pour le savoir puisque Oui. t'es intervenant dans un master C'est ça. à Metz, le master conception de dispositifs ludiques. C'est ça. J'ai trouvé d'autres formations. Il y a aussi la licence professionnelle médiation par le jeu et gestion de ludothèque à Bordeaux, parce qu'on n'a pas parlé du ludothèque, mais c'est aussi un des métiers dans le monde du jeu. Et j'en ai trouvé une autre aussi qui est à Angers, c'est la licence pro. Alors attention, c'est long. Commercialisation de produits et services, parcours conception, distribution, animation, médiation de la filière jeux et jouets à Angers. C'est très long, mais celle-là, je l'ai. Très long, ouais. Je voudrais rebondir sur ton rebond, Cyrielle. Vas-y. J'ai encore 20 minutes, c'est bon. Angers, c'est pas un petit mot, mais en fait, moi je suis de Cholet qui est juste à côté, et en fait, Cholet, jusqu'à l'année dernière, il y avait la licence des métiers du jeu et du jouet qui était à la fac de Cholet, qui a été fermée pour rapatrier ce qui restait en fait à Angers, où c'était une double formation, soit pour être orienté ludothécaire, soit pour être orienté plus le côté vendeur et ou développement. C'était un peu nébuleux, mais c'était une des plus vieilles en France, celle-ci qui a fermé il y a 2 ans. Et qui a plein de gens que vous connaissez sortent de là-bas, dont mon collègue Benoît, à qui je fais des bisous. Mais cette licence dont je parle, du coup, ce qui est maintenant à Angers, je l'ai entendu parler par... Alors, je n'ai plus le nom de famille, je suis désolée, mais Eva, qui est dans le jury de l'Asdorf. Eva, nom de famille Polanyi. Tout à fait, je suis désolée Eva, si je passe par là, j'avais pas retenu ton nom de famille, mais en fait, j'avais vu un post où elle parlait justement de cette licence-là, et je me suis dit, c'est fou, maintenant, il y a des diplômes aussi dans ce métier. Le milieu se professionnalise, du coup, il y a... C'est ça. J'ai même trouvé un centre national de formation au métier du jeu et du jouet qui est près de Lyon. Donc voilà, en fouillant un peu, si vraiment on se dit je veux étudier, alors je ne sais pas ce que valent les programmes bien sûr, mais si on se dit vraiment je veux un background, vraiment une formation, un diplôme dans ce métier-là, c'est en train de se démocratiser. Et puis il y a beaucoup de formations, comme toi du coup, où il y a des intervenants de ce milieu-là qui viennent aussi. Le master à Metz, c'est la 3e année que j'interviens en M2, du coup ça fait 4 ans qu'il existe. Donc, Ça a l'air très cool. Hein. Je vois ces élèves passer à la caverne qui nous disent on a un devoir à rendre sur les jeux de joueurs, on pourrait jouer à des jeux de joueurs. Je dis ah ouais, on n'a pas fait les C'est mêmes moi qui études. leur ai Hein. demandé. Ouais. Ah, c'est toi on fait pas les mêmes études. Hein. Moi, c'était pas ça mes devoirs. Hein, Mais du coup, voilà, c'était chouette en fait de se dire que vous avez des profils qui, en fait, quand vous avez commencé, il n'y avait pas forcément ces diplômes-là, ou peut-être que vous les connaissiez pas, et que maintenant, ça se démocratise, où on se dit, en fait, le monde du jeu, c'est un secteur de métier, en fait, donc on peut se former dedans. J'allais dire une phrase, la formation de la vie, c'est quand même beaucoup. Oh, waouh. Waouh. Mais du coup, voilà, donc si jamais c'était un métier un secteur qui vous intéresse, vous pouvez donc, je pense que le conseil que je donne le plus quand on me pose la question festival, c'est de commencer pourquoi pas par de l'animation. Ouais. Je pense que c'est la bonne première étape. Si vous êtes passionné et que vous êtes capable, alors tu me diras si je me dis des bêtises, si vous êtes passionné et que vous êtes capable d'expliquer à vos amis, à vos proches, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable d'expliquer à des inconnus. Ouais, le seul différence, c'est que vraiment, faut en Pas jouer 2-3 minutes, il faut que tu cibles vraiment ce qu'ils veulent, Bien etc. Et tu as un esprit de synthèse qui est hyper important et qui est pas toujours évident pour beaucoup de personnes. Bien sûr, mais du coup, voilà. Il y a plein de secteurs de Mais ça métiers. s'apprend après. Bah oui, c'est ça. De toute façon, tout s'apprend. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez pu voir donc la casquette d'éditeur avec Mathieu. On a vu la casquette de vente et d'animation avec Alexandre, de distribution avec Thibaut. Donc ça vous donne déjà un peu un panel un peu de ce qui est possible, sachant que il y a des gens qui sont créateurs de contenu pour des éditeurs, qui vont être dans la communication comme moi, des personnes à l'événementiel. Vous pouvez aussi faire des métiers un peu plus chiants dans le monde du jeu, genre comptable. Par exemple, on cherche un comptable. Si jamais. Non mais voilà, il y a quand même pas mal de métiers que vous pouvez retrouver chez les Alexandre, t'as dit que éditeurs. t'avais fait maths sup, tout ça. Ouais, Un c'est poste de vrai. comptable. Ma chez question, vous. c'est est-ce que vous allez mettre une annonce dans l'Est républicain que vous cherchez un comptable? N'oubliez pas la Faudrait. pointe à l'entretien.
Donc on va pouvoir clôturer, oui, clôturer. Ouais. Conclure, c'est ça que je voulais dire, on va pouvoir conclure. Conclure. Déjà, Couturé. moi aussi j'ai faim, du coup je suis fatiguée. Je voulais du coup dire merci déjà à nos invités, donc à Thibaut qui est à distance, mais que vous arriverez donc peut-être à croiser en boutique si vous êtes dans le milieu ou croiser sur les festivals, mais il va être pris par les rendez-vous avec les boutiques. Il faut bien Mais vous pouvez nous voir, goupiller son trajet sur la West Coast pour tomber sur la bonne ville où il est au moment où il est. Saint-Malo-Biarritz. Tout le, Ça me l'a bien eu. tout le Et côté aussi la gauche. Creuse et la Dordogne. Mais il n'y a personne, donc vous ne croiserez pas. On remercie aussi Alexandre du coup qui est venu juste aujourd'hui avec nous pour parler de ça, que du coup lui vous le recroiserez sur nos festivals. Digiscover. C'est ça. Et puis bon Mathieu, toi t'étais là, donc Oui. je J'étais là. t'avais sous la main, Pas le je pourrais choix. te poser des questions. Et j'y serai là. Et alors, on dit merci aussi à toutes les personnes dans le chat, c'était cool de vous avoir aujourd'hui. Et dans les remerciements, on a donc moi à la rédac, je me dis merci en premier. Nico. On a Mathilde à la gestion du chat. D'ailleurs, Ludinote envoie-nous un chuchotement, je crois que c'est ça sur Un Twitch, chuchotement. avec les coordonnées. Normalement, je les ai, mais on vérifie quand même pour qu'on puisse t'envoyer les jeux. On dit merci à Ségolène et Elisabeth qui étaient à la technique aujourd'hui, qui nous ont préparé tous les petits habillages, les transitions, les jingles et tout. On dit merci Sacha à la production qui nous aide à nous dire de conclure parce qu'on on parle de trop. Monsieur, on dit merci à Sacha. J'ai déjà Merci, remercié nos Sacha. invités, j'ai remercié Merci notre nos chat. invités. Merci les invités. On se retrouve, alors normalement au mois de juin, on va en caler une aussi parce qu'on a une actualité de dingue au mois de juin, on a 3 jeux. Donc il va falloir qu'on fasse un petit... Non, il y en a 2 qui vont partir en juillet. Chut. L'oiseau de mauvais augure. Donc on se retrouvera, de toute façon on vous annonce les infos sur nos réseaux. C'était très cool de vous avoir aujourd'hui, j'espère que le sujet vous a intéressé. Il y aura bien sûr le replay de cette émission qui sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Donc on vous fait des gros bisous, on vous retrouve tout bientôt, en festival peut-être ce week-end si vous êtes à Nancy, à la Foire Expo et à Porcheville. Oui, c'est- Et en attendant, prenez soin de vous, bon appétit pour ceux qui vont aller manger, c'est notre Il cas. faut. Et Manger, c'est bien. à tout bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut!